voit que cette réunion des États généraux se prépare dans un climat troublé, mais ce n'est pas tout. Les idées des philosophes des Lumières ont rempli les têtes d'idées abstraites, souvent fumeuses, qui vont conduire les députés non seulement à outrepasser leur mandat, mais à prendre étourdiment des décisions qui seront lourdes de conséquences pour l'avenir. L'Assemblée des États généraux compte 1200 députés, c'est beaucoup et c'est même trop. Un tiers appartiennent au clergé, un tiers à la noblesse et la moitié au tiers-état, en vertu du doublement du nombre de députés de tiers qui a été accepté par le roi. En raison des troubles à Paris, l'ouverture des États généraux n'eut pas lieu le 1er mai comme prévu, mais seulement le 5 mai 1789. Et elle fut précédée la veille d'une procession solennelle au cours de laquelle les députés défilèrent dans le costume propre à leur ordre. Au cours de cette première séance, le roi rappela ses droits. Il est le souverain légitime détenteur du pouvoir exécutif. Puis Necker, qui est redevenu contrôleur général des finances, évoqua les besoins d'argent. Car dans son esprit, les États généraux sont réunis avant tout pour régler la question fiscale et budgétaire. Il escamote la question des institutions. C'est une grande illusion et même une certaine naïveté. Après coup, Necker montrera une certaine lucidité dans son analyse de la Révolution. Mais sur le moment, il fait preuve d'un grand manque de sens politique. La première question qui se posa avait déjà été posée, c'était la question du vote par ordre ou du vote par tête. Autrement dit, chaque ordre allait-il délibérer et voter séparément, ou chaque député disposerait-il d'une voix? Si on vote par ordre, en réalité, le doublement du nombre de députés du tiers-état n'a pas grand intérêt. C'est pourquoi ce vote par tête est réclamé par le tiers-état. Et ainsi, le 17 juin, considérant qu'il représentait 96% de la nation, le tiers-état se proclama Assemblée nationale. Cette séance du 17 juin était extrêmement importante. On adopta la motion de l'abbé Sieyès, qui était membre du clergé, mais député du tiers-état. Et cette motion disait que le tiers-état représentait la nation. Cette motion de Sieyès avait été adoptée de préférence à celle du marquis de Mirabeau, qui, quoique membre de la noblesse, était lui aussi député du tiers-état. Et cette motion de Mirabeau disait que le tiers-état n'était pas la nation, mais le peuple. Car si le tiers-état c'est toute la nation, qu'est la noblesse, qu'est le clergé et même qu'est le roi? En réalité, c'est plutôt lui qui représente la nation dans son ensemble. On s'est ainsi engagé, pour une question apparemment seulement de mots, sur un chemin dangereux. La brochure de Sieyès disait « Qu'est-ce que le tiers-état » ? Dans la société, il est tout. Dans l'ordre politique, il n'est rien. Que cherche-t-il à devenir quelque chose? Mais s'il déclare qu'il est toute la nation, il n'est plus seulement quelque chose, il est tout, et le reste n'est plus rien. Et il faut ajouter que les députés des États généraux, pour faire ces proclamations, n'ont aucun mandat. Il s'agit donc bien d'une révolution. Le roi fixa une séance solennelle des États généraux le 22 juin en vue de casser les décisions prises par le tiers-état. Ou plutôt ces proclamations, puisque le tiers-état n'avait aucun mandat pour agir comme il l'avait fait. Et en attendant cette séance solennelle, le roi fit fermer l'hôtel des Menus Plaisirs. L'hôtel des Menus Plaisirs, c'est un théâtre où se tenaient les séances des États généraux. Le plaisir du roi, c'est la chasse. Et tout le reste, ce sont les menus plaisirs, la musique, le théâtre, la danse. L'hôtel des Menus Plaisirs a été en partie démoli, il n'en reste que quelques ruines à Versailles. Mais le 20 juin 1789, les députés du tiers-état, se présentant à l'hôtel des Menus Plaisirs, trouvèrent porte close. Où allaient-ils pouvoir se réunir? Ils n'allèrent pas très loin, ils allèrent à la salle du jeu de paume. Et là, ils prononcèrent, à l'unanimité, moins une personne, un serment qui avait été rédigé par Bailly, qui était le futur maire de Paris. Et ils jurèrent de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie sur des bases solides. Et les jours suivants, les députés du clergé et de la noblesse rejoignirent ceux du tiers-état. Et le 23 juin eut lieu la séance solennelle, au cours de laquelle le roi comptait casser toutes ces décisions prises par les députés. Et il interdit aux trois ordres de siéger en commun. Toutefois, Louis XVI est un roi réformateur, on l'a déjà vu. Et donc il promit l'égalité devant l'impôt, et par conséquent l'abolition de la taille, qui était un impôt inégalitaire, ainsi que l'abolition de la corvée, ainsi que la suppression des lettres de cachet, etc. Et il enjoignit ensuite aux députés de se retirer. Mais après le départ du roi, le marquis de Mirabeau répondit au maître des cérémonies, qui était le marquis de Dreux-Brézé. « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. » Voilà une très belle phrase qui n'a certainement pas été prononcée telle qu'elle. Mais c'est très joli quand même. Si bien que le 27, le roi déclara « Ils ne veulent pas s'en aller, eh bien qu'ils restent. » En réalité, il ne pouvait pas faire autrement. Et il ordonna même aux députés du clergé et de la noblesse de rejoindre ceux du tiers-état et de former donc une assemblée unique. Et le 9 juillet 1789, les députés des trois ordres ainsi réunis se proclamèrent Assemblée nationale constituante. Ils n'avaient aucun mandat pour cela. Et néanmoins, on va enfin avoir une constitution. C'est merveilleux. Mais tout ne se passe pas dans l'atmosphère feutrée et douillette des assemblées.